Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, un nouveau débrief de Ligue des Champions, en revenant sur la rencontre d'hier soir du coup, Real Madrid-Atalanta, la victoire des Madrilènes 3-1 contre l'Atalanta et leur accession en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça va être un débrief assez synthétique parce que finalement, les lignes de force de la rencontre sont assez faciles à dessiner. Alors, première chose, on va dire la première surprise, le point de départ de la réflexion, c'est le choix tactique assez original de Zidane. Je ne sais pas si c'est une conséquence de la suspension de Casemiro ou plutôt, on va dire, du contexte dans lequel le Real Madrid devait évoluer, surtout éviter d'encaisser des buts à l'extérieur, mais en gros, alors qu'on pouvait s'attendre au 4-3-3 classique madrilène, on a eu une défense à 5, une ligne de 5, je pensais qu'on aurait Nacho latéral droit, non, on l'a eu troisième défenseur central à gauche de Varane et Ramos, à droite c'était Lucas Vazquez, et du coup ce système en 5-3-2 a eu plusieurs conséquences qui ont été absolument déterminantes. Alors cette ligne de 5 est même devenue 6 parfois, sur certaines séquences sans ballon, et sans ballon justement ça a permis de protéger en gros avec beaucoup de densité la zone dangereuse, d'être assez présent sur toute la largeur du terrain, ça c'est une chose évidente, mais après c'est avec ballon sans doute que ce choix a été le plus couronné de réussite, et quand je dis avec ballon c'est pas nécessairement pour attaquer, on peut défendre avec le ballon. Ici je trouve que c'était plutôt bien représenté par le fait qu'on avait beaucoup de joueurs du Real Madrid qui se situaient derrière le porteur de balle, quand le ballon était au milieu de terrain ou peut-être sur un décrochage de Karim Benzema, finalement on avait beaucoup de joueurs derrière qui permettait de se prémunir d'un potentiel danger, d'une potentielle transition de l'Atalanta à la perte de balle. On sait que dans une partie que le Real Madrid voulait jouer sur un tempo plutôt lent, plutôt maîtrisé, avec peu d'occasions, idéalement à domicile, avec un maigre avantage acquis à l'aller, et bah tu voulais une partie globalement neutre, et ça a été permis par le fait d'avoir cette ligne de 5 qui n'était pas toujours, c'était pas toujours les 5 qui étaient vraiment derrière la balle, mais on avait au moins les 3 centraux, et en gros peut-être que ça compensait la suspension de Casemiro, ou que plus globalement on avait une bonne assise derrière qui permettait, comme on l'a dit, de limiter les transitions offensives adverses, mais aussi, on va dire, de se prémunir du pressing adverse. L'Atalanta brille avant tout, et l'Atalanta est connu, réputé pour sa capacité sans ballon à mettre l'adversaire dans de grandes difficultés, et ici, sur cette rencontre, à part sur certaines séquences sur 6 mètres où on a vu Courtois un petit peu embêté, globalement, le Real Madrid a très bien résisté au pressing de l'Atalanta, a épuisé ce pressing, à l'image d'une chose principalement, je pense que c'est le thème premier à ressortir de ce match, c'est la domination avec ballon de la paire Modric-Kroos. Alors les deux, une stat pour l'illustrer, les deux sont les deux seuls joueurs de la partie à avoir touché plus de 100 ballons, je crois que c'est 109 pour Modric et 105 pour Kroos, et tout ça pour un total cumulé d'une seule perte de balle. Une seule perte de balle à eux deux, alors c'est selon WhoScored.com, et je pense que ça exclut les transmissions qui n'aboutissent pas, mais on va dire sur les actes de perte de balle directe, de dépossession, une seule entre les deux. À titre d'exemple, Valverde c'est 4, Lucas Vazquez c'est 8, c'est pas des chiffres nécessairement très forts, surtout qu'il y a plus de prise de risque peut-être sur les dribbles, mais tout ça pour dire qu'on a eu cette paire qui a monopolisé le ballon dans l'entrejeu et qui a totalement battu un pressing qui s'est, comme on l'a dit, rapidement épuisé. Et alors ce système a donc permis d'éteindre l'Atalanta qui a ensuite, et c'est une autre conséquence, qui a ensuite manqué de jus pour suivre les éclairs du Real Madrid sur les côtés. Ce système, il permettait aussi d'avoir pas mal de largeur sur les côtés avec ballon, et quand je pense à cette largeur et à ses bénéfices, je pense par exemple au ballon touché par Ferland Mendy, qui a été très utile dans ce rôle de piston gauche, je pense bien sûr au débordement et au percé de Vinicius, qui aurait pu être un petit peu plus couronné de réussite devant le but, mais qui en gros a fait beaucoup de mal sur ses appels tranchants et sur ses courses tranchantes. Je pense aussi au percé de joueurs moins attendus, comme Nacho par exemple. Tout ça, ça a été permis par ce système, et c'est d'ailleurs de situations similaires, de situations de ce type, que sont venus les deux derniers buts du Real Madrid, donc ça a été en plus efficace. Tout ça pour dire qu'in fine, à part sur le premier quart d'heure, le Real Madrid n'a globalement pas été inquiété, cette approche a été couronnée de réussite, et finalement, alors qu'on pouvait s'attendre, alors dans ma preview d'avant-rencontre, j'estimais qu'une surprise était possible, qu'un renversement était envisageable, au vu, on va dire, de le côté prolifique offensif de l'Atalanta, sa compétence sur le plan offensif, et la fameuse règle des buts à l'extérieur, je me disais qu'un scénario assez rocambolesque était imaginable. Finalement, on en a été très loin, ça s'est pas du tout matérialisé, et ce Real Madrid qui a été en contrôle sur
au moins 75 minutes de la partie, voire un petit peu plus, a rarement été inquiété et mérite totalement sa qualification. Mais alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a souligné les bienfaits de l'approche du Real Madrid, il faut aussi noter que si le Real s'est aussi bien protégé, c'est en partie parce que l'Atalanta a manqué d'un peu de tout. Je dirais vraiment sur plusieurs éléments, peut-être déjà la coordination au pressing, où en gros face à un adversaire qui voulait contrôler le tempo de la partie, il fallait faire beaucoup mieux, à part sur ce premier quart d'heure comme on l'a dit, où Courtois a été un petit peu sollicité, notamment sur les phases de 6 mètres, et encore, je me souviens qu'au bout de 30 minutes, ou alors en début de seconde période, le Real Madrid se sort parfaitement d'un 6 mètres sur une séquence qui dure 1 minute de possession. On se dit que ça va être un petit peu tendu quand Courtois décale, je crois que c'est Sergio Ramos à 5 mètres, il y a un peu de pression, finalement le Real s'en sort très bien, et ça a été facilité notamment par ce Modric qui trouvait des relais courts, des relais longs, pour Benzema, pour Ferland Mendy par exemple, les deux, on va dire, très à l'aise de leurs pieds faibles et du coup plus difficile à presser. Voilà, ce manque de coordination au pressing, c'était un premier élément, mais il était peut-être encore moins criant, même si fondamental, mais encore moins criant que le manque de justesse dans les transmissions, et le pire c'est que ça a été vraiment sur toutes les zones du terrain. Alors dans le dernier tiers, plusieurs situations, notamment en début de partie, plusieurs situations qui auraient pu faire mouche, en tout cas qui auraient pu en être plus proches si seulement les décalages avaient été un poil plus précis. Dans l'entrejeu, bon là ça a été vraiment rédhibitoire, on a vu une Atalanta totalement débordée, mais en bonne partie de sa faute, parce que les passes courtes, faciles à 5 mètres, étaient toujours dans le mauvais tempo, en tout cas régulièrement dans le mauvais tempo. Et puis dans son premier tiers, là c'était peut-être, c'est ce qui a coûté le plus cher, à l'image de la relance catastrophique de Sportillo qui donne le premier but du match au Real Madrid, et à coup sûr, l'Atalanta n'avait pas besoin de se mettre dans cette situation. Et du coup, dans une rencontre où l'adversaire mettait absolument tous les ingrédients nécessaires pour contrôler la possession, pour jouer le match sur son tempo, son rythme, il fallait beaucoup plus de tout, et cette Atalanta qu'on connaissait bouillonnante a surtout été brouillonne. Cette Atalanta qu'on voit depuis quelques saisons maintenant faire feu de tout bois a été incapable de faire naître l'incendie, à part dans son propre camp, avec des erreurs majeures. Alors sur l'analyse du match aller, on avait dit que même à 11 contre 11, sur les 15 premières minutes, le Real Madrid avait été supérieur à l'Atalanta, et peut-être du coup que ce carton rouge, sorti rapidement, n'avait pas été le tournant du match, tel qu'on pouvait le voir ou le lire ici et là. C'est une analyse qui s'est parfaitement confirmée, puisque sur ce match retour à 11 contre 11 pendant 90 minutes, je ne sais pas si c'est une question d'inhibition, de plan de jeu inadéquat, ou simplement de manque de qualité technique, mais l'Atalanta n'a pas été au rendez-vous et ne méritait pas, à l'évidence, de voir les quarts de finale pour une seconde année consécutive. Donc les tops, et d'abord j'ai mis Luka Modric, évidemment un délice absolu, ses extérieurs du pied, non seulement, on va dire, pour leur valeur esthétique, mais pour leur capacité à percer le pressing adverse, à l'éteindre totalement, à trouver des relais longs et courts, comme on l'a dit, en plus de sa prestation dominante au milieu de terrain, et il y a la passe décisive pour Karim Benzema sur l'ouverture du score, un éclair de lucidité, une réaction rapide à l'erreur de Sportillo, un moment décisif pour un homme qui a été absolument extraordinaire. Donc Luka Modric, ensuite j'ai mis Karim Benzema, plus que son but encore, pour sa facilité balle au pied, sa résistance à la pression et sa capacité à proposer toujours des solutions offensives. Sans lui, le plan du Real Madrid est tout de suite moins séduisant. Il a sorti un très bon match également. Et enfin, Zinedine Zidane pour un plan qui a globalement fonctionné, une approche qui n'était pas nécessairement celle qu'on attendait, mais qui a été couronnée de réussite. Pour tous les éléments évoqués, ça vient contraster assez fortement avec le plan de jeu de Gasperini. Alors pas la bonne formule, visiblement, pas les mots non plus. J'ai senti une équipe assez, encore comme à l'aller, un petit peu inhibée, pas vraiment sur un fort niveau de motivation ou d'auto-persuasion, de croyance en leur capacité à produire l'exploit. Peut-être encore une fois, et j'y reviens souvent, mais cette déclaration avant le match aller, qu'il était à l'aube du match le plus important de sa carrière, je ne sais pas si c'est très approprié, ou en tout cas ça signifie que son discours visiblement n'était pas assez bien calibré à la nature de l'événement. Puis après, c'est le petit coup de gueule Gasperini, mais des changements qui auraient soit mérité d'intervenir plus tôt, à l'image de Duvan Zapata à la mi-temps, pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré le match, soit sont très confus après le but de Muriel, où personne ne comprend rien, et l'Atalanta se retrouve à poil sur le côté gauche. Ça lui a coûté cher, et c'était visiblement pas son soir. Donc Gasperini, Sportillo ensuite, c'est évident pour son erreur flagrante, alors que le début de partie il laissait un peu d'espoir, et puis même sur les autres buts, il n'est pas irréprochable. Et enfin, on aurait pu parler de la défense dans son ensemble, mais si l'Atalanta a été aussi étouffé dans l'entrejeu, c'est aussi grâce aux lacunes techniques de Marten de Roon, qui n'a pas été excellent. Voilà, une vidéo assez synthétique, 2 parties seulement,
actuellement, mais je pense que c'était d'abord une rencontre qui était assez facile à lire, et surtout peut-être, je retourne et je suis en train de vous préparer pour vendredi 16h, une vidéo énorme, une méga analyse, c'est qui sera champion de France. On va étudier vraiment tous les paramètres possibles, j'essaie d'être le plus exhaustif possible, donc 24 minutes, c'est assez costaud, et il me reste encore beaucoup de montage, donc j'y retourne tout de suite dans la foulée, c'est pour ça aussi qu'on a été un petit peu plus synthétique, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me faire partager, à me faire savoir vos impressions dans les commentaires sur ce match, sur les chances du Real Madrid pour la suite de la compétition aussi, qui grâce à cette victoire convaincante et cette double victoire sur 180 minutes, bon, prend encore plus d'épaisseur quand on considère les cadors potentiels de cette Ligue des Champions. Ils viennent sans doute rejoindre la liste de 2 ou 3, et on pourrait avoir une très belle saison pour les Madrilènes, surtout que sur la Liga c'est pas joué non plus, un retour est possible. Donc voilà en gros pour cette rencontre, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez pas rater les prochaines analyses, et sans doute une sur Chelsea Atlético, encore plus rapide en fait, je pars en week-end jeudi soir et il reste, comme on l'a dit, le qui sera champion de France, très long à monter, mais on parlera sans doute un petit peu de Chelsea Atlético, peut-être dans la soirée, ou sur un format très express, un peu comme celui-ci. Donc si vous voulez pas rater ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et enfin, si ce maillot vous a plu, pas la première fois que je le porte, ce fameux maillot du Real Madrid, très bien badgé, de 2002, si vous intéresse, je vous mettrai le lien du site que j'utilise pour mes maillots en description. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et passez une excellente journée, on se dit à bientôt, bisous.